Que l'on croit ou non à l'existence des loups-garous, une chose est sûre, c'est que cette légende est toujours aussi populaire. Cette créature fascine autant qu'elle effraie, et ça depuis l'Antiquité. On sait qu'à travers les siècles, certains hommes qui étaient en réalité des tueurs en série ont affirmé qu'ils pouvaient se transformer en loups-garous. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont été jugés et condamnés pour avoir commis des actes ignobles et massacré des innocents. Mais par ailleurs, l'existence de cette créature n'a jamais été prouvée. Lorsqu'on parle de loup-garou, la plupart du temps, on pense à un homme qui se métamorphose et non à une femme. Pourtant, il y a une histoire très ancienne, datant des années 1800, qui parle d'une femme soupçonnée d'en être un. Il faut dire qu'à cette époque, les gens croyaient à ces créatures, comme ils croyaient d'ailleurs aux sorcières. La femme en question était encore une jeune fille qui avait seulement 14 ans au moment des faits. Elle s'appelait Émilie, et voici son histoire. Il y a plus d'un siècle, dans les années 1800, dans le comté de Talbot, un comté rural situé dans le sud-ouest de la Géorgie, près de Woodland, vivait une jeune fille nommée Emily Isabella Burt. Issue d'une famille riche et importante, Emily faisait partie d'une fratrie de 5 enfants, dont elle était le 3e. Physiquement et mentalement, elle était complètement différente de ses frères et sœurs, et ressemblait surtout à son père. Elle avait de petits yeux noirs. Ses cheveux et ses sourcils étaient épais et broussailleux, presque masculins. Et ses dents, elles étaient étrangement pointues, un peu comme ceux d'un animal. C'était une jeune fille plutôt réservée, et à cause de son aspect physique, on se moquait beaucoup d'elle. Concernant sa dentition étrange, dans un rapport, il est dit que la mère d'Emily décida un jour de l'emmener voir un dentiste de la région, afin de lui demander si les dents de sa fille pouvaient être modifiées pour qu'elles soient un peu plus normales. Mais sa réponse fut négative, puis ce dernier a ajouté « Ses dents sont parfaitement saines. Après tout, ne sommes-nous pas essentiellement des humains carnivores ?» Peu de temps après, Émilie commença à souffrir d'insomnie chronique, et malheureusement dans la même année, elle perd son père dont elle était si proche. Celui-ci décède à l'âge de 37 ans, laissant la pauvre jeune fille complètement dévastée. La vie de cette dernière était déjà compliquée, donc cette perte n'a fait que rajouter encore plus de mal-être, car l'homme était le seul à qui elle pouvait se confier et qui la comprenait. Aussi, ce dernier laissa à sa femme Mildred une somme d'argent assez conséquente, lui permettant de continuer d'assurer l'avenir de toute la famille. Au fil du temps, la mère d'Emily commença à beaucoup s'inquiéter pour sa fille, car en effet sa santé ne faisait que décliner. Ne pouvant la laisser ainsi, Mildred dut alors prendre la décision de la faire partir, pensant que l'éloignement lui serait plutôt bénéfique. Elle l'envoya donc chez l'un des membres de sa famille en Angleterre, en lui faisant suivre une année d'études. Au début, son séjour là-bas semblait lui faire beaucoup de bien. Seulement, après quelques mois, sa mère reçoit une lettre de la parente chez qui elle était, disant qu'Émilie devenait étrangement nerveuse et colérique. Du coup, son séjour en Angleterre fut écourté et la jeune fille dut rentrer chez elle. Aussi, lorsqu'elle fut de retour dans sa famille, ceux-ci purent constater qu'elle avait effectivement changé. Elle était souvent en colère, et parfois, elle devenait presque méchante et provoquait son entourage. Et la nuit, elle dormait peu, était constamment agitée, émettant même des gémissements. Sa mère et ses voisins craignaient qu'elle ne soit tout simplement devenue folle. Le plus étrange est que la famille s'est rendu compte que les choses s'aggravaient, principalement au cours de la semaine de la pleine lune. Puis après quelques mois, le comportement d'Émilie a commencé à devenir de plus en plus inquiétant. En pleine nuit, elle se réveillait, sortant de la maison pieds nus. La jeune fille, pour on ne sait quelle raison, se rendait dans la forêt, puis revenait au petit matin avec sa robe déchirée, parfois même sans aucun vêtement. Sa mère, très inquiète pour elle, décide de faire venir des médecins afin de l'examiner.
mais il ne constate rien de vraiment anormal et conclut que ce comportement étrange était certainement dû à la puberté. Par ailleurs, lorsqu'ils lui ont demandé si elle se rappelait de ses fameuses promenades dans la forêt, celle-ci affirma n'en avoir aucun souvenir. Peu après, Sarah, l'une des sœurs d'Emily, se fiança avec un jeune homme du nom de William Gorman. Il venait d'une famille de fermiers qui possédaient des moutons. Un jour, celui-ci se rendit chez les Burt, leur annonçant qu'une étrange bête avait attaqué ses moutons et que ceux-ci avaient été gravement blessés. Craignant que la même chose arrive à ses animaux, en entendant ça, la mère d'Emily commença à avoir peur. Et Emily, elle, s'est beaucoup intéressée à ce qui se passait autour de l'animal, posant de nombreuses questions. Elle a même demandé à William si ce prédateur pouvait être un loup. Lorsqu'il se rendit à nouveau chez eux, les choses semblaient s'être aggravées, car d'après ses dires, d'autres moutons avaient été attaqués, et pire encore, cette fois-ci, certains d'entre eux avaient été tués, ainsi que plusieurs bovins. Malheureusement, lui et sa famille n'étaient pas les seules victimes dans l'histoire, car en effet, dans tout le comté de Talbot, d'autres fermiers et bergers vivaient le même drame. Leur bétail se faisait massacrer de la même manière, parfois blessés ou déchiquetés. C'en était trop, et les pertes d'animaux étaient bien trop importantes. Il fallait agir vite. Alarmé par la situation, le futur beau-frère d'Emily prend une décision afin d'arrêter ce carnage. Avec d'autres volontaires fermiers, il constitua un groupe, tous prêts à se débarrasser de cette bête, coûte que coûte. Malgré tous les efforts employés pour retrouver l'animal, on n'arrivait toujours pas à l'attraper. Puis, une nuit de pleine lune, dans la même année, on réussit finalement à le trouver. Celui-ci a été repéré dans le pâturage des moutons des Burt. Selon les dires, l'animal qu'ils ont vu était assez grand, avait de longues griffes et, chose étrange, pouvait se tenir sur 2 ou 4 pattes. La créature ressemblait à un loup, mais sa façon de se déplacer et sa carrure faisaient plutôt penser à quelque chose de bien plus sinistre. De plus, plusieurs personnes ce soir-là lui ont tiré dessus, mais n'ont pas réussi à l'abattre. À partir de ce moment-là, beaucoup ont donc pensé que cet animal n'était pas qu'un simple loup, mais une créature plus féroce et effrayante, le genre de créature qui semble insensible aux balles normales, un loup-garou. Sachant à qui ils avaient affaire, les chasseurs décidèrent d'agir en conséquence. D'après la légende, on sait que contrairement aux balles en plomb, seules des balles en argent pouvaient venir à bout de cette créature. Alors ils firent fondre différents objets en argent pour en faire des balles. Ils allèrent même jusqu'à faire fondre leurs coies accrochées dans leur maison, afin d'avoir assez de balles pour abattre la bête. C'est à l'approche de la pleine lune qu'ils reprirent les recherches, en parcourant toute la forêt, espérant cette fois-ci retrouver la créature et s'en débarrasser une fois pour toutes. La tâche avait été jusque-là assez compliquée. Mais voilà qu'une nuit, lors d'une battue dans la forêt, un groupe de chasseurs aperçurent quelque chose d'assez terrifiant. Il y avait là une étrange silhouette. Celle-ci avait la taille d'un humain, mais le faciès d'un loup, et se déplaçait comme un humain, sur 2 pattes. Dès qu'ils l'ont vue, ils n'hésitèrent pas à lui tirer dessus, leur fusil muni de ces fameuses balles en argent. Malheureusement, la créature réussit tout de même à s'enfuir dans la forêt. Cependant, les chasseurs se rendirent compte qu'elle avait été blessée, car en effet, après sa fuite, ils retrouvèrent des traces de sang par terre. On raconte que le lendemain matin, la mère d'Emily aurait retrouvé sa fille dans la forêt. Cette nuit même où la créature avait été traquée et blessée, étrangement, Emily n'était pas dans sa chambre. Donc la nuit de cette fameuse chasse au loup-garou, inquiète, sa mère avait été vérifier si cette dernière était là parce qu'elle savait qu'elle se rendait parfois dans la forêt la nuit. Elle vérifia dans toute la maison, mais sa fille avait disparu.
Mildred Burt possédait de nombreuses armes à feu et savait bien s'en servir. Donc ce soir-là, elle décida de se munir d'un pistolet et de partir à la recherche d'Emily. Elle avait des soupçons depuis longtemps. Elle pensait qu'Emily était peut-être impliquée dans cette affaire et elle voulait en avoir le cœur net. La peur au ventre, elle prit une lanterne, l'alluma, puis se dirigea vers la forêt. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a trouvé Emily allongée sur le sol et constata avec horreur que celle-ci était blessée. En effet, sa main gauche était touchée, elle avait visiblement reçu une balle. Voyant sa fille dans cet état, elle fit tout ce qu'elle pouvait pour arrêter le saignement et s'empressa d'aller chercher de l'aide. Pour ne pas éveiller les soupçons sur Emily, la famille de la jeune fille raconta que dans l'agitation de cette fameuse nuit de chasse, celle-ci s'était en fait retrouvée au milieu des tirs de fusil et avait été blessée accidentellement. Après ça, Emily fut soignée par un médecin de la région qui lui sauva la vie. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler dans le comté sur ce qui était arrivé ce soir-là à la jeune fille. Les gens se sont mis à faire le lien entre la traque du fameux loup-garou et la blessure d'Emily. Et beaucoup pensaient que la créature et la jeune fille ne faisaient qu'un. Pour eux, le loup-garou qui tuait le bétail, c'était elle. Afin de venir en aide à sa fille, Mildred Burt décida de l'envoyer à Paris, chez un médecin spécialiste en lycanthropie. La lycanthropie étant une maladie mentale qui donne l'illusion aux patients de s'être transformés en loup, et qui a été longtemps considérée à l'époque comme la réelle transformation d'un humain en loup-garou. Étrangement, peu de temps après le départ d'Emily, les attaques de bétail ont complètement cessé. Quelques années plus tard, cette dernière retourna en Géorgie, apparemment guérie de cette fameuse maladie. La jeune femme n'était plus la même. Elle n'avait plus le même comportement agressif et nerveux et ne se rendait plus la nuit dans la forêt. Bien que de nombreux habitants de la région soupçonnaient qu'Emily était impliquée dans cette affaire, la jeune fille n'a jamais été publiquement accusée. Emily vécut le reste de sa vie à Woodland en tant que femme d'affaires et propriétaire et ne s'est jamais mariée. Elle décède à l'âge de 70 ans et on l'enterra dans un petit cimetière situé en Géorgie. On raconte que des choses étranges se produisent dans la région, que la tombe d'Emily est hantée par le fantôme du loup-garou, et que certaines nuits, l'esprit d'Emily peut être entendu errant dans les collines de Géorgie hurlant tristement. Cette histoire de loup-garou a été bien sûr réfutée par les sceptiques, mais aujourd'hui encore, les habitants de la région se demandent quelle était la bête qui s'attaquait au bétail des fermiers du comté de Talbot. Était-ce vraiment un loup-garou ou juste un simple loup? Et surtout, est-ce que la jeune Emily Burt y était pour quelque chose?